Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La coopération avec le début des travaux de la 12e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique à Alger. Une page histoire dans ce journal. On évoquera le massacre d'El Aoufia, premier carnage de la France coloniale en 1832, où une tribu entière a été décimée en quelques heures de siècles plus tard. Ce massacre est resté dans la mémoire des Algériens. Autre contentieux mémoriel entre l'Algérie et la France, les lignes Chalais-Maurice, où plus de 11 millions de mines ont été laissées par le colonialisme français, dont le déminage a duré plus d'un demi-siècle. À Gaza, un nouvel échange de prisonniers est prévu dans les prochaines heures, alors que les bombardements sionistes se poursuivent, notamment en Cisjordanie, où au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés hier soir. Et puis tourisme à la fin du journal, au cœur du Hogar, le massif de l'Atakor qui dévoile un paysage spectaculaire de pics basaltiques à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Début des travaux de la 12e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique à Alger, sous la coprésidence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Chorfa, et du vice-premier ministre russe, Dimitri Patrouchev. L'organisation de cette rencontre intervient dans un contexte bilatéral très positif, caractérisé par une dynamique ascendante dans les relations bilatérales à travers les mesures importantes prises ces dernières années par l'Algérie et la Russie. Ces travaux seront sanctionnés par la mise en place d'une feuille de route commune de coopération économique bilatérale. Et avec nous, Yamina Saïdji. Yamina, bonjour. Cette session s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue et de la concertation entre les deux pays, mais aussi le raffermissement des liens entre les entreprises algériennes et russes. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bonjour Amina. Alors, lancement des travaux de la 12e session de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique entre l'Algérie et la Russie. Cette session sera coprésidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Chorfa, et le vice-premier ministre russe, Dimitri Patrouchev. Elle s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique approfondi signé en juin 2023 entre les deux pays. Les discussions porteront sur le renforcement des échanges économiques et des investissements avec un intérêt particulier pour l'agriculture, l'industrie et la recherche scientifique. La session aboutira à la signature d'un procès-verbal définissant une feuille de route commune pour la coopération bilatérale. Voilà pour l'essentiel de cette matinée. Nous reviendrons avec plus de détails dans les prochaines éditions. Merci à vous, Yamina Saïdji. On reste dans le volet de la coopération, cette fois algéro-italienne, dans le cadre de la visite qu'il effectue en Italie. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Marad, a visité Cetara, un ancien village de pêcheurs sur la côte amalfitaine, classée au patrimoine de l'UNESCO. À cette occasion, le maire de la ville a offert les clés de la ville au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un geste inédit pour exprimer les profondes relations d'amitié liant les habitants de Cetara à l'Algérie. Et lors de son déplacement à Rome, la délégation algérienne à sa tête, le ministre de l'Intérieur a visité l'une des écoles internationales de formation de référence en matière de lutte contre la criminalité transnationale, ce qui marque une étape concrète dans la coopération algéro-italienne. Hafaf Blouchette. Après les discussions de haut niveau à Rome, place à la concrétisation. Le ministre de l'Intérieur et la délégation qui l'accompagne se sont rendus ce matin à l'école internationale de formation de Caserte, une institution où les forces de sécurité de plusieurs pays, dont l'Algérie, viennent se former aux techniques de lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue et la cybercriminalité, des enjeux sécuritaires qui concernent directement l'Algérie ainsi que l'ensemble du bassin méditerranéen.
Notre visite à cette prestigieuse école internationale s'inscrit, comme nous l'avons souligné hier avec mon ami Matteo Piantedosi, dans le cadre d'un travail dont l'objectif est de mettre fin au tracas des citoyens des deux rives de la Méditerranée. Depuis plusieurs années, l'Algérie et l'Italie coopèrent dans le domaine sécuritaire. L'école de Caserte est un maillon essentiel de ce partenariat, offrant des formations spécialisées aux forces de l'ordre des deux pays, une collaboration qui ne cesse de se renforcer. La collaboration est fondamentale pour La collaboration est essentielle pour tous les pays, surtout parce que la criminalité, comme l'a bien dit tout à l'heure le Caster, s'étend dans le monde entier. Ce n'est pas un problème local. Il est donc important et nécessaire d'avoir une étroite collaboration. Quindi è importantissimo ed è necessaria la stretta collaborazione. L'Algérie est déjà engagée dans un programme de formation avec cette école, un programme qui bénéficie à plusieurs cadres de la sûreté nationale et qui devrait encore s'élargir, comme l'a affirmé le chef de la police algérienne. Nous collaborons depuis longtemps avec la police italienne dans le cadre de la formation. 31 officiers de police sont passés par cette école où ils ont suivi des formations spécialisées de haut niveau. Nous œuvrons actuellement à augmenter le nombre de candidats qui seront formés ici, et ce, pour renforcer leurs compétences dans la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment la cybercriminalité, la lutte contre la drogue et le terrorisme, et tout ce qui concerne le crime organisé. La coopération entre l'Algérie et l'Italie en matière de sécurité entre ainsi dans une nouvelle phase, avec un accent particulier sur la formation et l'échange d'expériences, une dynamique qui témoigne de l'engagement des deux pays à renforcer la lutte contre les menaces sécuritaires transnationales. Dans le volet mémoire, nous allons essayer de nous remémorer le premier carnage de la France coloniale 2 ans après le débarquement des troupes françaises. Une tribu d'El Aoufiya près d'Alger est décimée par l'armée française sous les ordres du général Savary. Ce jour-là, tout ce qui vivait fut voué à la mort. Attention, certaines images peuvent choquer. Le récit de Rina Lorari. Le 6 avril 1832, la France coloniale commet son premier massacre en Algérie, celui de la tribu d'El Aoufiya à El Harrach dans la capitale. Sous les ordres du général français sanguinaire Savary, duc de Rovigo, ce raid d'une extrême brutalité marque le début d'une politique de terreur visant à anéantir la population algérienne. Prétextant un vol de provisions dans les camps français, l'armée coloniale lance une expédition punitive d'une violence inouïe dans la tribu d'El Aoufiya. Des centaines de familles algériennes, hommes, femmes et enfants, sont impitoyablement massacrés sans aucune distinction. Décapités et mutilés, les têtes des victimes sont ensuite exposées aux yeux de tous. Une scène d'horreur où les corps mutilés des victimes servaient à terroriser tous ceux qui osaient encore résister à l'occupation. Ce crime, bien qu'effacé des récits officiels français, illustre la politique de répression impitoyable menée dès les premières années de l'occupation française en Algérie. S'ajoutant à une longue série de crimes et d'exactions coloniales, il révèle une fois de plus la brutalité d'un système qui ne reculait devant aucune horreur pour asseoir sa domination. Contentieux mémoriel entre l'Algérie et la France, les lignes Chalais-Maurice, où plus de 11 millions de mines ont été laissées par le colonialisme français qui ont causé des milliers de morts. L'Algérie a fini le déminage de cette zone, un chantier qui a duré plus d'un demi-siècle sur quelques 62 000 hectares dans plus de 1000 kilomètres de frontières. Yasmine Sodi. Plus de 11 millions de mines ont été laissées par le colonialisme français le long des lignes de la mort, notamment les lignes Chalais-Maurice. Cette femme, dont la famille a été décimée, a perdu son bras lors de l'explosion d'une mine antipersonnelle.
J'avais 19 ans à l'époque et ma fille n'avait qu'1 mois et 14 jours. Mon mari et ses 2 neveux y ont laissé la vie. Mon époux est mort sur le coup. Quant à moi, l'explosion m'a arraché le bras. Mes jambes et mon cou ont été criblés d'éclats de cette mine. Nous, victimes des mines, sommes la preuve vivante de l'atrocité du crime du colonialisme français. Vaincue et contrainte de quitter l'Algérie, la France a choisi de se venger en emportant toutes les cartes de localisation des mines, témoignant une fois de plus de la brutalité de sa politique coloniale. Les crimes commis par le colonialisme français se distinguent par le fait que les victimes étaient traitées comme des proies, constamment traquées, comme si elles étaient pourchassées par une bête féroce. Les mines et les barbelés faisaient partie des stratégies répressives utilisées par la France coloniale. Elle a eu recours à diverses formes de violence, la torture, les camps de regroupement, les clôtures minées et, plus grave encore, la contamination du sol algérien par des radiations nucléaires. La France se revendique comme défenseur des droits de l'homme, de l'égalité et de la liberté. Mais où étaient ces valeurs pendant la guerre en Algérie? Où était la justice quand elle a trahi ses principes? La France a laissé des orphelins, des veuves et des vies brisées. Une injustice qui dure encore aujourd'hui, infligée au peuple algérien. L'Algérie a réussi à éliminer définitivement les mines, devenant ainsi un modèle pour les pays africains encore confrontés aux mines laissées par la France coloniale qui porte une page sombre de son histoire, une tache indélébile laissée par son héritage colonial. Classé au 17e rang des pays les plus endettés auprès du FMI, le Maroc se retrouve dans une position où la gestion de cette dette devient une préoccupation économique majeure selon un rapport officiel du Fonds monétaire international et du Fonds monétaire africain. Le montant de la dette de ce pays et du déficit a dépassé les 110 milliards de dollars. Yamina Saïchi. Tous les indicateurs sont au rouge. L'économie marocaine est au bord de l'effondrement. Les derniers chiffres officiels révèlent une explosion de la dette extérieure et intérieure de l'État. Selon un rapport officiel du Fonds monétaire international et du Fonds monétaire africain, le montant de la dette et du déficit a dépassé les 110 milliards de dollars, soit l'équivalent de la dette de plusieurs pays africains réunis. La situation est critique et la population est en train d'en payer le prix, en particulier les catégories vulnérables de la société, soit la majorité des Marocains. Avec une économie au bord du précipice, l'implosion sociale ne saurait tarder selon les observateurs. Regardez, des familles vivent sous des tentes ou dans des abris de fortune, sans aucun moyen de subsistance, ni espoir d'un avenir meilleur. Les Marocains sont confrontés à des difficultés croissantes pour se loger, nourrir leur famille ou simplement vivre dignement. Jour après jour, l'échec des politiques adoptées par le régime du Merzen se confirme, plongeant le peuple dans une précarité extrême. Le point de la situation à Gaza, où jusqu'à présent 290 prisonniers palestiniens issus de toute la Palestine occupée ont été libérés depuis le début du cessez-le-feu le 19 janvier. Un nouvel échange est prévu dans les prochaines heures, alors que l'aide humanitaire, elle, arrive non sans entrave auprès des déplacés. Le point de la situation avec Sabrina Kchout. Ils sont 110, les prisonniers palestiniens, dont 32 condamnés à perpétuité, qui doivent être libérés aujourd'hui. Parmi eux, 20 seront exilés dès leur arrivée à Ramallah, en Cisjordanie. C'est le troisième échange de prisonniers entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Lors de cet échange, 8 prisonniers doivent être relâchés par la résistance. À noter qu'un quatrième échange de prisonniers est prévu ce samedi, qui clôturera la première phase d'une trêve fragile. Les modalités de la deuxième phase à venir sont encore à arrêter. Elles doivent concerner la reconstruction de l'enclave palestinienne.
Pendant ce temps, les Razaouis n'ont pas fini de souffrir. Les autorités locales indiquent qu'une pénurie critique de médicaments est en cours. Ce sont plus de 60% de médicaments qui sont en état de tension d'approvisionnement sur place, tandis que 80% des fournitures médicales sont indisponibles. Et l'entité sioniste entravant toujours l'arrivée d'une grande partie de l'aide humanitaire à Raza, la résistance pourrait revoir l'organisation du 4e échange. L'UNRWA, pour sa part, est aujourd'hui officiellement persona non grata sur le terrain, l'agence soutenant l'ensemble des réfugiés palestiniens à travers la région, dans le viseur de l'entité sioniste qui veut lui interdire toute activité, distribue cependant les 2/3 de l'aide dans l'enclave depuis le début du cessez-le-feu. Le Programme alimentaire mondial annonce, lui, avoir distribué plus de 10 000 tonnes de nourriture, une aide qui demeure insuffisante pour les 2,5 millions de déplacés. Et puis, sachez qu'au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés hier soir dans un bombardement sioniste du village de Tamoun en Cisjordanie occupée, alors que le bilan général de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza s'est alourdi hier à près de 48 000 martyrs et plus de 111 000 blessés depuis le 7 octobre 2023. Donc demain, ce sera le premier jour du mois de Sha'ban, la nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire du mois sacré de Ramadan prévu le 28 février. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Et pour terminer ce journal, cap sur le Sahara algérien à Tamanrasset, entre dunes infinies et massifs rocheux sculptés par le temps, le désert aux 1000 visages offre une immersion dans un paysage panoramique témoignant de toute la beauté de la nature. Ina Lorari. Au cœur du Hogar, le massif de la Takor dévoile un paysage spectaculaire de pics basaltiques, vestige d'une intense activité volcanique autrefois. Un décor minéral qui contraste harmonieusement avec l'immensité des dunes de sable doré alentour, incarnant toute la splendeur du Sahara algérien et qui attire chaque année des touristes en quête d'évasion et de paysages uniques. Je suis fière d'être ici avec un groupe composé de plus de 20 personnes pour découvrir le Sahara algérien, la beauté des paysages et la délicieuse gastronomie locale. Véritable musée à ciel ouvert, le Tassili Najer séduit lui aussi par ses paysages sculptés par l'érosion. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce plateau rocheux, avec ses arches naturelles, offre un décor unique aux nombreux visiteurs qui viennent découvrir ces panoramas exceptionnels. Nous avons eu la chance de découvrir ce site impressionnant et unique. On sent que chaque recoin raconte une histoire ancienne de la région. Avec ses dunes de sable d'or et ses paysages à la beauté brute, le Sahara algérien est un véritable havre de splendeur naturelle. Les étendues de sable qui semblent s'étirer à l'infini, baignées d'une lumière dorée sous un ciel sans fin, offrent un spectacle hypnotique où chaque grain de sable semble porter les secrets du temps. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.